Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le nouvel accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, signé le 27 juillet 2025 en Écosse. Cet accord fait couler beaucoup d'encre. Est-ce une victoire pour Trump, un compromis pour l'Europe ou un peu des deux? On va décortiquer ces conditions, comparer avec ce qui existait avant, analyser les gagnants et les perdants, et voir comment ils se positionnent face aux autres deals des États-Unis. Attachez votre ceinture, on commence. Avant de plonger dans les détails, un peu de contexte. L'UE et les États-Unis, ce sont deux géants du commerce, 4,4 milliards d'euros de biens et de services échangés chaque jour. En avril 2025, il a lancé un ultimatum à une centaine de pays, dont l'Union européenne, pour rééquilibrer les relations commerciales, menaçant des taxes de 30 à 50% dès le 1er août si aucun accord n'était trouvé. L'Union européenne, qui représente 14% des exportations mondiales et 15% des importations, ne pouvait pas ignorer cette menace. Après des semaines de négociations tendues, Trump et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ont scellé un deal à Thornbury, en Écosse. Mais à quel prix? Thank you very much. So we have good news. We've reached a deal. It's a good deal for everybody, I believe. And I think you were saying this is probably the biggest deal ever reached in any capacity, trade or beyond trade. It is. It's a giant deal with lots of countries. We have a deal. We have a trade deal between the two largest economies in the world. And it's a big deal. It's a huge deal. It will bring stability. It will bring predictability. That's very important for our businesses on both sides of the Atlantic. It's 15% tariffs across the board, all inclusive. So it's a good deal. It's a huge deal. Yeah. Was tough negotiations. I knew it at the beginning, and it was indeed very tough, but we came to good conclusions for both sides. So again, congratulations and many thanks. Passons aux détails de cet accord. Alors, que dit cet accord? Voici les points clés. Taxes douanières. Les produits européens exportés aux États-Unis seront désormais taxés à 15%, contre 4 à 5% en moyenne auparavant. C'est une augmentation significative, mais bien en deçà des 30% menacés par Trump. Exemption sectorielle. Certains secteurs stratégiques, comme l'aéronautique, les spiritueux et les médicaments, bénéficient de droits de douane réduits ou nuls. Par contre, pour la pharmacie et les semi-conducteurs, les taxes restent fixées à 15%, évitant les 200% envisagés. Engagement des Européens. L'UE s'engage à acheter 750 milliards de dollars d'énergie américaine sur 3 ans, notamment pour remplacer le gaz russe, et à investir 600 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis. Concernant les questions en suspens, les vins et alcools n'ont pas encore de statut clair et des discussions sont prévues pour régler ce point. Au 31 juillet, il semblerait que les vins et spiritueux font l'objet de taxes à 15% dès le 1er août. Affaire à suivre. Comparé à ce qui existait avant, c'est un changement radical. Avant 2025, les droits de douane entre l'UE et les États-Unis étaient bien plus bas et il n'y avait pas d'engagement massif d'achat ou d'investissement. Le TTIP, un projet d'accord de libre-échange avorté en 2016, visait à réduire les barrières, pas à les augmenter. Cet accord marque donc un virage protectionniste poussé par Trump. Passons à l'analyse. Qui sort gagnant ou perdant de cet accord? Pour les États-Unis, positif, Trump a obtenu une belle victoire politique. Les taxes de 15% vont remplir les caisses américaines, triplant les revenus douaniers sur les produits européens. Les engagements d'achat d'énergie et d'investissement européens dopent l'économie américaine, notamment dans l'énergie et l'industrie. En point négatif, les taxes plus élevées risquent d'augmenter les prix des produits européens aux USA, ce qui pourrait alimenter l'inflation et freiner la croissance. De plus, l'accord n'a pas réglé les différends réglementaires, comme les normes numériques, où l'UE garde ses standards stricts. Pour l'Union européenne, point positif, l'accord évite le pire des scénarios, des taxes de 30 à 50% qui auraient paralysé les exportations européennes. Les exemptions pour l'aéronautique, les spiritueux et les médicaments protègent des secteurs clés, notamment pour la France. La stabilité temporaire rassure les entreprises face à une potentielle guerre commerciale.
Néanmoins, il est à noter que le scénario des pires, les 30 à 50% qui auraient paralysé les exportations, a été créé en avance par Trump. Donc c'est sûr qu'on évite ce scénario, mais c'est un scénario qui a été créé pour la négociation. Donc ce n'est pas vraiment une victoire. En point négatif, l'accord est jugé déséquilibré par beaucoup, notamment en France. Les 15% de taxes pèsent lourd sur des secteurs comme la chimie allemande, qui parlent de répercussions considérables. Les engagements d'achat et d'investissement creusent le déficit commercial européen et limitent sa souveraineté économique. En France, le ministre Benjamin Haddad a dénoncé un accord qui favorise la coercition économique américaine et François Bayrou a même parlé de soumission. La coercition, c'est les États-Unis qui font des menaces, le scénario des pires, et nous, on se soumet à ce scénario. Donc la menace a gagné. Concernant les secteurs spécifiques, l'aéronautique et pharmacie, les exemptions sont un soulagement pour des champions comme Airbus ou Sanofi. Mais les semi-conducteurs restent taxés à 15%, ce qui pourrait freiner l'innovation. Concernant l'agriculture, l'accord protège les filières agricoles sensibles, un point positif pour les agriculteurs européens. Mais les viticulteurs français s'inquiètent toujours pour le vin. Du côté des consommateurs, les Européens pourraient bénéficier de prix stables pour certains produits, mais les Américains risquent de payer plus cher leurs importations européennes, comme le vin ou les voitures. Comment cet accord se compare-t-il face à ceux signés par d'autres pays? Trump a déjà conclu des deals avec le Royaume-Uni, la Chine et le Vietnam. Voici les différences. Pour le Royaume-Uni, l'accord est similaire avec des droits de douane réduits sur certains produits, mais il inclut des concessions britanniques massives, comme des investissements directs. L'UE a obtenu des exemptions sectorielles plus larges, mais ses engagements financiers, 750 milliards pour l'énergie, 600 milliards pour les investissements, sont bien plus lourds. L'accord avec la Chine est plus limité, centré sur des produits spécifiques et des protections contre les imitations, comme pour les indications géographiques européennes. L'UE a négocié un cadre plus large, mais au prix d'un déséquilibre économique plus marqué. Les négociations avec la Chine ne sont pas finies. Potentiellement, d'autres accords pourraient intervenir. Concernant le deal avec le Vietnam, il inclut des concessions sur les droits de douane, mais il est moins ambitieux que celui avec l'UE, qui couvre plus de secteurs et implique des engagements financiers colossaux. Globalement, l'accord Union européenne-USA est le plus important par son volume, 4,4 milliards d'euros échangés quotidiennement. Mais il reflète la même stratégie de Trump, imposer des taxes élevées tout en obtenant des concessions financières, souvent au détriment des partenaires. Alors, que retenir? Cet accord apporte une stabilité temporaire, mais il est loin de faire l'unanimité. En Europe, des voix comme celle de François Bayrou parlent de jours sombres, et des secteurs comme la chimie allemande grognent. Aux États-Unis, Trump savoure une victoire politique, mais l'inflation pourrait ternir son bilan. À long terme, l'UE doit se poser des questions. Comment rivaliser face à la coercition économique de l'Amérique? Faut-il durcir ses règles commerciales, comme le suggère Benjamin Haddad? Et surtout, cet accord tiendra-t-il face à une possible contestation devant la Cour suprême américaine ou à de nouvelles tensions? Tous les pays européens vont-ils accepter? Les changements politiques dans les différents pays européens vont-ils apporter plus de contestations et plus de poids dans les nouvelles négociations, avec éventuellement une renégociation? Seul l'avenir nous le dira. On vous laisse donc avec cette question. L'Europe a-t-elle cédé trop vite? Ou était-ce le prix à payer pour éviter une guerre commerciale? L'Europe pouvait-elle assumer une guerre commerciale avec les États-Unis? En avait-elle les forces? Était-ce bénéfique pour elle? À vous de me le dire en commentaire. N'hésitez pas à développer et à étayer vos idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour décrypter d'autres sujets de société, de géopolitique, d'actualité, de people, tous ces sujets qui secouent le monde et notre société. À vos claviers pour partager vos idées et à très vite.